Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Victor, qui grâce à sa persévérance a trouvé un travail en tant que matelot dans une ferme de perles. Dans cette interview, vous allez découvrir comment il a décroché ce job et quel est son quotidien. Salut Victor! Hello, Comment vas-tu? très bien. Donc là, tu es en direct de Broome. Exactement. Je suis au YHA Kimberley Travels Lodge. C'est l'hostel où je vais la plupart du temps, mais je dors dans mon van. Là, tu fais l'interview dehors. Donc, on risque d'entendre des corbeaux et peut-être des avions. Oui, c'est l'endroit le plus calme que j'ai trouvé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, pour commencer, Victor, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, c'est Victor, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant presque 4 à 5 mois que je suis en Australie. Je suis arrivé le 5 mars. En France, j'étais ingénieur du son et j'ai décidé de tout plaquer parce que j'avais ce projet-là de venir en Australie depuis quelques années. Donc, j'ai économisé et maintenant, me voilà. Tu as choisi quelle ville pour commencer ton PVT? Je suis arrivé à Perth. Pourquoi à Perth? Parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde. Arrivé à Sydney ou Melbourne, je regarde 5 ans plus tard. Et aussi parce qu'il y a une ligne directe entre Londres et Perth, et maintenant entre Paris et Perth, et donc je ne voulais pas d'escale, et j'ai pris un vol direct. C'était combien d'heures Londres-Perth en direct? 17 heures, C'est chaud, hein? c'est ça. Oui, c'est les 4 dernières heures étaient horribles. Qui était plus compliqué. Pas d'escale, on arrive directement. Donc, tu es arrivé, tu as fait tes premières démarches et tu as décidé d'acheter une voiture directement. Voilà, dès le premier jour, en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans l'hostel. J'étais au Billabong et cette personne avait une copine qui cherchait à vendre sa voiture rapidement parce qu'elle partait à Bali. Et donc, j'ai fait une affaire sur cette voiture. Et donc, je me suis dit, vas-y, ok, j'ai l'occasion, dès le premier jour, j'achète la voiture. Tu as fait checker ta voiture avant de l'acheter ou... J'ai eu la chance d'avoir un père qui poste dans l'automobile et donc j'ai fait les checks en vidéo avec lui. Donc, il a pu te rassurer et tu n'as pas eu de soucis avec la voiture depuis. Voilà, pas du tout. J'ai juste eu à changer une pièce. Pas une pièce, c'était un soufflet de cardan. C'est pas rien de très grave. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien avant de faire le road trip. Donc, parfait. Donc, dis-nous pourquoi tu as voulu acheter une voiture directement. Parce que je voulais, à la base, je voulais partir dans le sud, vers Margaret River pour faire mes fermes assez rapidement. Et je me suis dit aussi que pour trouver du travail, tout ça, ça serait beaucoup plus rapide et simple. Parce qu'en plus, à Perth, les transports sont pas incroyables, je trouve. Je gagnais vraiment beaucoup de temps en voiture par rapport au transport en commun. Donc, finalement, tu n'es pas allé dans le sud. Je ne suis pas allé dans le sud parce que j'ai fait la rencontre d'une personne qui m'a incité à aller au nord pour le travail, puis d'une autre personne qui prévoyait de faire un road trip sur la côte ouest jusqu'au nord. Et donc, j'ai dit, ok, allons au nord. Déjà, pourquoi la Voilà, personne te conseillait d'aller plus dans le nord pour le travail? Parce que la saison sèche, elle est bientôt commencée, et donc c'est la saison touristique dans le nord, et donc c'est à ce moment-là que ça recrute. Oui, tout à fait. Donc, tu as commencé ton road trip et tu es arrivé jusqu'à Broome. Broome, point final, j'ai fait toute la côte ouest avec la voiture que j'avais achetée, et ça s'est très bien passé. Donc, j'arrive à Broome le 15 avril avec des amis qui étaient déjà présents sur place qui m'ont dit que c'était très galère de trouver du travail. Donc, j'étais pas trop rassuré en arrivant sur Broome. Et donc, je me suis motivé et tous les matins, j'étais dehors à 7 heures pour chercher du travail et déposer mes CV en voiture. Et j'ai quadrillé la ville comme ça pendant une semaine avant de trouver
un poste en station-service. Donc, malgré qu'on t'ait dit qu'il n'y avait pas de travail, tu as quand même persévéré et tu as cherché du travail. Et en une semaine, C'est ça. tu as En une trouvé. semaine, j'ai trouvé. Et mon conseil là-dessus, c'est de ne jamais écouter les gens, en fait, parce que chacun a une expérience différente. Mm. Et tout est une question de timing, je pense, parce que quand j'ai trouvé mon poste en station-service, une personne venait de quitter la station 10 minutes après. Ouais, voilà. Oui, tout est une question de timing. Ça, c'est sûr. Et de Voilà, j'ai chance. été le premier à déposer mon CV juste après ça, et donc ils m'ont embauché. Quel était ton boulot en station-service? J'étais ce qu'on appelle un team member, donc c'est un peu un homme à tout faire, hein, on va dire. Je travaillais dans les frigos, je remplissais les frigos de boissons toute la matinée et les rayons de chips, de nourriture, de tout ce qu'on trouve dans la station-service. Caisse aussi. Pour ce boulot, tu faisais combien d'heures par semaine? 40. J'étais payé 32 dollars de l'heure et 40 les week-ends, Et ça te faisait combien par semaine? à peu près 1000 dollars. C'est déjà bien pour commencer, ça m'a remis à flot après le repas. Tu as bossé combien de temps en station-service? 3 semaines. Et ben, parce qu'entre-temps, je savais déjà qu'il y avait Place Palais et les compagnies pétrolières à Brune, mais donc je me suis essayé de postuler là et j'ai fait quelques rencontres qui m'ont servi. Pour postuler pour les fermes perlières, tu as fait comment? Tu es allé démarcher directement dans les bureaux ou tu as envoyé un mail? C'est ça. J'ai démarché directement dans les bureaux et c'est assez compliqué des fois parce qu'ils veulent pas forcément nous recevoir parce qu'on est beaucoup à venir. Mais j'ai eu la chance de tomber directement sur la RH qui m'a ouvert à la porte. Et donc, j'ai pu donner mon CVV. Et ensuite, j'ai rencontré quelqu'un dans mon auberge qui travaillait déjà pour Place Palais et il a pu parler de moi justement à cette RH. Et donc, c'est comme ça que j'ai décroché un entretien. Et pendant ton entretien, il te demandait quoi? Je pense que tu n'as pas forcément d'expérience dans ce type de ferme. Il te demandait quoi? Voilà, c'est ça. Il demande comme si on a de l'expérience sur les bateaux. Il demande si on a le mal de mer, forcément. Quelles sont les expériences passées. On teste aussi notre force de pression sur les mains pour voir si on n'a pas de problème musculaire. Donc ça a été ton premier entretien. Tout s'est bien passé. C'est ça. Ils t'ont dit directement qu'ils allaient embaucher. Alors, après l'entretien, ce qu'il faut savoir, moi ce que j'ai remarqué en Australie, c'est que dès l'instant où on a un entretien, en général, souvent on est pris derrière. Mm. Donc, je savais déjà que, par mon ami aussi, que si j'avais l'entretien, c'était bon. Donc, j'ai eu l'entretien et ensuite, j'ai eu des tests à passer, physique, audio et test de drogue. Également. D'accord. Donc c'était prise de sang pour dépister. Non, analyse d'urine. Test physique, ils t'ont fait porter du poids, faire des pompes. Voilà, exactement. J'ai fait une séance de sport, en fait, en salle, où j'avais une montre qui mesure mes pulsations. On a testé mon cardio, du gainage, du soulevé, une séance de sport. Passer tous ces examens haut la main. Oui, tout s'est bien passé. Tout a été validé et j'ai eu un second entretien avec la RH qui m'a dit qu'elle aurait potentiellement du travail pour moi dans les 3 semaines. Ça a été beaucoup plus court que prévu puisque moins d'une semaine après, j'avais le job. Eh ben parfait. Donc tu as commencé à travailler dans une ferme perlière à Broome. Quel est ce poste? Quel travail fais-tu? Alors moi, je travaille comme deckhead, on appelle ça. Si je traduis en français, c'est un matelot. Donc moi, mon job, c'est en fait, je bosse. Il y a plusieurs types de postes en perlière. Il y a ce qu'on appelle le farm crew. Donc ça, c'est des gens qui vont bosser tous les jours à côté de la ville et qui reviennent tous les soirs en ville. Et moi, je bosse sur un bateau qui part plus longtemps, donc sur le Roseville, c'est le nom de mon bateau. Et je pars 2 semaines à 4 heures de Broome, 4 heures de navigation de Broome, donc entre Broome et Port-Edland, en mer. Et je travaille pendant 2 semaines non-stop. Puis j'ai une semaine de repos. Et mon travail consiste majoritairement à nettoyer des panneaux d'huîtres. C'est du travail à la chaîne, parce que les huîtres ont besoin d'être nettoyées pour rester en bonne santé et produire de bonnes perles. Et donc, je travaille sur des petits bateaux toute la journée, de 6 heures, un peu avant 6 heures, jusqu'à 16h30 à peu près. Ok, donc ça te fait quand même de grosses journées. De grosses journées et de grosses semaines, puisqu'on fait à peu
près 70 heures par semaine. Tu as appris à Donc, faire des nœuds de matelot. c'est ça, j'ai appris à faire des nœuds marins, ça n'a pas été simple du tout. Le travail en lui-même est physique aussi. C'est Ouais. très, au début, c'était très dur. J'ai trouvé ça très dur au début. Tous les jours, j'avais mal, je me levais, j'avais mal partout. Donc, c'était pas si simple que ça au début parce qu'il faut s'habituer aussi à travailler sur un bateau, à voir toujours les mêmes personnes. Le travail est spécial parce qu'on nettoie des panneaux. À savoir, dans la ferme de Perles, on a des immenses lignes, des cordages avec des bouées accrochées dessus qui permettent aux lignes de flotter. Et sur ces lignes-là, il y a des dizaines et des dizaines de panneaux d'huîtres qui grandissent du coup et qui créent des perles. Donc nous, on va s'accrocher à ces lignes-là et faire défiler tous les panneaux pour les enfourner dans une machine qui va les laver. Et nous, derrière, on nettoie en profondeur tous les coquillages qui peuvent se glisser dessus, les organismes. Il y a tout un écosystème qui se développe sur les panneaux. Donc, c'était assez rebutant au début puisque il y a notamment des éponges de mer qui explosent en pleine face. Il y a plein de trucs comme ça qui sont assez durs, compliqués à aborder au début du travail. Donc au début, quand j'ai commencé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, au milieu de la mer, à prendre des explosions de je ne sais quoi, plein visage. Bien sûr, on est protégé, mais on revient, on est complètement sale, on sent bien la mer, on sent bien les fruits de mer. C'était vraiment assez spécial au début et on finit par s'y faire en fait. De toute façon, c'est un boulot que tu n'as jamais fait en France et de toute façon, c'est ça aussi l'Australie, C'est ça, de faire des nouvelles expériences. J'aurais jamais pu faire ça en France. Oui, tu as pu tester une nouvelle expérience, un nouveau métier. Du coup, ces huîtres, elles sont récoltées, enfin ramassées au bout de combien de temps? Alors, une huître perlière du sud, c'est la variété qu'on a ici. En général, elles mettent 4-5 ans à faire une seule perle. Donc, c'est pour ça qu'elles valent aussi cher, les perles du sud. Nous, on nettoie toutes ces huîtres. Et là, en ce moment, justement, c'est la récolte. Donc, j'ai un calendrier assez chargé. C'est pas nous qui nous chargeons de la récolte. On fait toutes les activités annexes. Et c'est une famille de Japonais qui sont les seuls à savoir faire ça, qui vont récolter les perles, introduire un produit ou je ne sais quoi qui va permettre d'en fabriquer d'autres après. D'accord, donc vous gardez les mêmes huîtres pour plusieurs années. Voilà, c'est ça. Pendant tes 2 semaines sur le bateau, quand tu travailles, tu es nourri et logé, évidemment. Voilà, je suis nourri, logé, c'est gratuit, c'est inclus dans mon poste. Donc on a des couchettes avec des chambres à plusieurs, les chefs en général qui sont tout seuls. Et la nourriture est très bonne, en tout cas chez Passe-Palais. Vraiment là-dessus, on a à peu près 4 repas par jour presque. Vu le travail qu'on fait, franchement, c'est pas de trop. Des bons plats, pour l'anecdote, j'ai même pu manger des sushis sur mon bateau de travail pendant que je travaille. Ah ouais, donc, pas mal franchement. Voilà, c'est pour dire, pour la nourriture, on est vraiment... Ouais, vous êtes royal, mais il y a un cuistot sur place alors? Oui, alors il y a deux cuisinières qui sont là et qui font les repas tous les jours. Ok. Vous êtes combien sur le bateau en tout? On est à peu près une trentaine quand c'est plein et en ce moment on est plutôt autour des 20-25. Je me disais aussi avec tes 70 heures par semaine, tu as dit, par semaine. Hein. Oui, c'est ça. Donc toutes tes heures sont comptabilisées, t'es payé par heure ou c'est vraiment un package pour les 2 semaines? Non, je suis payé à la journée, mais donc on est à peu près payé 364 dollars brut par jour. Ce qui me fait pour une semaine à peu près 2200 dollars poche. Ce qui est excellent. Enfin, c'est un très beau salaire, en sachant que tu es nourri et logé en plus. En sachant que je suis nourri et logé, donc je ne dépense rien sur le bateau. Oui. Et quand tu es à ta semaine off, là, tu dois, soit tu dors dans ton van, soit tu dors en auberge. Voilà, en hostel. Et dans ce cas-là, on n'est pas payé. Après 2 semaines, tu vas être fatigué, quoi. Alors là, notamment, je reviens de 3 semaines. On a fait un swing, on appelle ça. Oui. Quand on part sur le bateau, on appelle ça un swing. J'ai fait un swing de 3 semaines. Et donc, c'était très long. Et celui-là, il m'a pas mal fatigué. Ah bah ouais, tu m'étonnes, une semaine de plus. Tu dois bien être content même quand tu es en off. C'est ça. Et là, je ne suis pas une semaine off. En plus, j'en ai 3 jours de repos parce que c'est la récolte. Et je repars dimanche pour 10 jours. Ah oui, donc ça enchaîne bien là en ce moment. Et comment ça se fait? C'est parce qu'au moment de la récolte, donc il y a besoin de plus de personnes. C'est la récolte, il y a énormément de choses à faire, il y a
de bateaux qui sont présents sur la ferme, alors qu'avant, on n'était qu'un seul bateau. Et donc, oui, ça travaille pas mal. Il n'y a pas de saison en fait. Il faut les nettoyer tout le long de l'année. Voilà, parce que les écosystèmes se développent assez rapidement. On trouve de tout, hein, sur les panneaux des fois. On a même trouvé un poulpe une fois. Ouais. Un poulpe, souvent dans les huîtres mortes, il y a des gros crabes qui se mettent. Donc des fois, quand on ouvre une huître, on tombe sur un crabe. Il y a plein de choses comme ça, des vers. Voilà, donc ça, c'est la partie un peu rebutante pour certains qui peut être assez spéciale au début. Faut savoir que des fois, il y a des conditions météo, des fois, peuvent varier aussi. Donc, des fois, on a des jours venteux et avec beaucoup de vagues. Et donc, il faut savoir encaisser ça aussi pour travailler. Oui, parce que s'il pleut, s'il y a une tempête, vous êtes en mer. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai une grosse anecdote à raconter là-dessus. C'est que mon premier swing, on a eu droit justement à une tempête sur Groove, ce qui n'arrive pas souvent en saison sèche. C'est très rare. Et donc, c'était un jour où il a plu toute la journée. Et donc, de 6h à 13h30, parce qu'on a dû arrêter plus tôt, c'était vraiment trop l'enfer. De 6h30 à 13h, j'étais sous la pluie, sans équipement, sans préparation et sans abri. Et donc, on a fait la journée comme ça. On a essayé avec des grosses vagues, des bourrasques de vent et d'eau toute la journée. Et au moment de manger, c'est ça mon anecdote, c'est que je me suis retrouvé à manger en fait dans la baie moteur. Dans la baie moteur du bateau, j'ai été accroupi à côté du moteur et des liquides de refroidissement, tout ce qui va avec mon petit tupperware. La baie moteur fermée puisque c'était le déluge au-dessus de moi. Voilà. Et donc je me réchauffais avec le moteur encore chaud et je mangeais mon repas pendant mon pause. T'as bien mis dans le bain dès le départ, quoi, dans le dur. Ouais, là, pour le coup, je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. Ah ouais, mais là, je comprends. Voilà, quand tu vis des journées comme ça, tu dis merde. Surtout que j'ai fait tomber ma fourchette en plus dans la baie moteur et donc j'ai dû manger avec les mains ensuite. Pour couronner le tout, hop, la totale. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'as quand même. Donc ça m'a marqué, j'oublierai pas, j'oublierai vraiment pas cette journée et le reste. Ouais, mais t'as persévéré, tu savais que c'était pas des journées comme ça tous les jours, et heureusement. Voilà, j'ai persévéré et on bosse quand même dans un cadre qui est incroyable, dans une baie, c'est le Gordon Bay, je crois que ça s'appelle, et je vois des choses, je vois des animaux tous les jours, quoi. Je bosse et les requins passent à côté de nous. En ce moment, c'est la saison des baleines, donc là, sur mes 3 semaines, j'ai pu voir 6 ou 7 baleines juste à côté de mon bateau. Waouh. Les baleines à bosse. Donc ça, c'est vraiment des choses que je n'oublie pas. Quoi. On est en train de bosser et il y a une baleine qui passe d'un coup, un geyser d'eau qui sort à côté du bateau et donc là, tout le monde s'arrête forcément et vous regarde, admirez le spectacle. un peu de temps pour regarder. Ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment les côtés magiques de travailler en mer. Hein. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'oublierai pas. Même les requins, on pourrait limite les toucher. Hein. Il y a toutes sortes de requins qu'on voit tous les jours. Des requins citrons, des requins tigres, des requins bulldog, on en voit pas mal. Ah oui, donc des gros requins, c'est pas des requins de récif là que tu parles. Ah oui, c'est des bons requins. Ouais. Et on voit aussi quelques tortues et des dauphins. Putain. Voilà, on voit un peu tout. Magique, trop bien quoi. Un cadre idyllique. Donc c'est vraiment l'expérience, je préfère carrément cette expérience-là plutôt qu'être en construction. Ah bah oui, bah tu m'étonnes. En plus, ça compte pour les 88 jours. Tu te fais une bonne paye, tu es nourri, logé, tu as une nouvelle expérience. Enfin, c'est le combo parfait de l'expérience en Australie, quoi. Voilà, en plus on est tous dans le même bateau, donc on est avec les collègues, donc on est un peu obligé de se serrer les coudes quoi, quand ça va pas. Parce qu'il y a des moments plus durs que d'autres. Quand même. Oui, forcément. Donc ça crée des liens quand même. Ça, oui, non, la vie sur un bateau, c'est quelque chose que j'aurais pas eu l'occasion de faire en France parce que j'étais à Paris. Sur un bateau mouche sur la Seine, rien à voir. Ce ne serait pas du tout les mêmes conditions. Et il y a beaucoup de backpackers qui travaillent dans cette entreprise? Oui, il y a quand même pas mal de backpackers qui tournent. Il faut savoir que l'année dernière, par exemple, ils ont dû embaucher, je crois, presque 300 personnes sur quelques mois. Il y a beaucoup de turnover,
Sur certains bateaux, l'équipage reste quand même assez constant. Sur le mien, il y a eu pas mal de départs, il y en aura d'autres, mais sur mes premiers swings, c'était les mêmes personnes qui revenaient en D'accord. général. Donc, Mais là, ça commence à bouger. donc c'est accessible pour les PBTistes. Assez accessible. C'est ça. Mm. Alors, les PVTistes, surtout les hommes. Ouais. Parce que dans les fermes de perles, ils embauchent très rarement des femmes, à part, donc ça va paraître sexiste, mais à part pour la cuisine et le ménage Ouais. sur le bateau. Bon. Pourquoi? Parce que sur nos bateaux de travail, on n'a pas de toilettes, donc on fait nos besoins dans la mer si on a besoin. Ouais. Et aussi parce que je pense que c'est super physique aussi toute la. Mm. Et puis ils doivent. Donc ils embauchent vraiment très peu de femmes, à part pour la cuisine et le ménage. D'accord. Et comme tu disais aussi, vous dormez ensemble, donc peut-être qu'il n'y a pas vraiment de chambre à part pour les filles ou. Voilà, c'est Avec. ça aussi. Ouais. Ok. Donc là, les seules filles, nous, qu'on a sur le Roselyne, nous, c'est la femme du capitaine, qui est la chef cuisinière, et une employée en cuisine, et une employée qui est la femme aussi du chef du numéro 2 du bateau, D'accord. qui, elle, bosse en housekeeping sur le bateau. Ok. Mais peut-être qu'il y a En boatkeeping. il y a des Voilà, nanas c'est ça. qui travaillent dans des fermes perlières, mais peut-être sur terre, enfin pour, je sais pas, nettoyer, je sais pas. Non? Non, 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 non. Non, Franchement, pas du tout. Ok. Que les hommes. je vois très rarement Ok. des femmes. Bon. D'accord. Bon, bah ça a noté. Accessible pour majoritairement les hommes. Voilà, mais c'est clairement un bon plan aussi pour les filles qui arrivent à rentrer en cuisine et en boatkeeping parce qu'elles sont, des fois, elles sont même plus payées que nous. Ah ouais? Voilà, notamment l'employée en cuisine, je crois, qui bosse sur le bateau, je crois qu'elle est plus payée que nous. D'accord. Peut-être parce que c'est la femme du capitaine aussi. Non, l'employée, pas la chef. Ok. D'accord. Alors, raconte-nous un peu comment se passe une journée en tant que matelot dans une ferme de perles. Alors, ma journée type, c'est je me réveille aux alentours de 5 heures, entre 4h30 et 5 heures. Je prends le petit-déj qui est accessible dans la cuisine. On fait nous-mêmes notre petit déjeuner. Ensuite, vers 5h45, on doit être prêt et avoir rempli nos glacières pour la journée. Nos glacières avec de l'eau, les esquis, ils appellent ça. Et être paré dans le bateau qui va nous emmener sur nos bateaux de travail qui sont amarrés, pas amarrés, ancrés dans la ferme. Donc, une fois qu'on est prêt sur ce bateau, il dépose sur les différents bateaux de travail, avec les groupes qu'on a constitués avant. Et donc, une fois qu'on est sur le bateau de travail, on doit pré-start le bateau, c'est-à-dire qu'on doit apprendre, on doit ouvrir la belle moteur et actionner quelques valves, vérifier les niveaux d'huile, les kits de refroidissement, direction, tout ça, un peu comme sur une voiture. Mmh. Un petit peu différent quand même. Une fois qu'on a fait ça, on démarre le bateau, on enlève l'ancre. C'est des grosses ancres qui sont présentes de manière permanente sur la ferme et nous, on va s'accrocher dessus avec des cordes. Donc on enlève ça et ensuite notre chef qui conduit le bateau a eu son briefing et donc il a tout le programme du déroulé de la journée et toutes les lignes qu'on doit nettoyer. Donc il nous emmène sur la ligne qu'on doit nettoyer. On l'accroche avec un grappin, puis on la monte sur le bateau et à partir de là commence le travail de nettoyage. On a une grosse machine dans laquelle on va mettre tous les panneaux à la chaîne. Donc on en a un qui va bosser à l'avant, soulever tous les panneaux, les mettre dans la machine et en général les 3 ou 4 autres vont se retrouver à l'arrière de la machine, récupérer tous les panneaux qui ont été lavés et nettoyer en profondeur avec ce qu'on appelle un chisel. C'est un espèce de couteau plat avec lequel on va pouvoir gratter et casser tous les petits coquillages et tous les écosystèmes qui se développent sur le panneau. Ok. Et donc, on fait ça pendant quelques heures. En général, on a un premier break à 9 heures quand le bateau nous amène nos glacières avec nos repas. Donc vous mangez sur votre petit. Voilà, on mange sur notre petit bateau. On a ce qu'on appelle un smoko, c'est-à-dire un petit. En général, ça va être des petits snacks, enfin des petits snacks. Ça va être souvent, c'est presque un repas complet. Hein, mais, donc, on mange une première fois à 9 heures. Ensuite, on reprend. La durée de pause, en général, varie selon le chef qu'on a.
Il y en a qui vont prendre des pauses très courtes et d'autres qui vont prendre des pauses plus longues. Donc ça dépend vraiment du chef. Et ensuite, on travaille en général jusqu'à 13 heures pour un second break. Et là, on a vraiment notre repas du midi où on prend une pause, on mange vraiment. Et on travaille ensuite, après, encore une fois, jusqu'à 16h, 16h30 en général. On retourne à nos ancres respectives et le bateau de transport revient nous chercher pour nous ramener sur le mothership, on appelle le bateau mère. Et à partir de là, on nettoie, on fait la vaisselle, on fait tous notre vaisselle, on nettoie toutes les glacières, tout notre repas, les couverts, tout. Et ensuite, on peut prendre notre douche et profiter un peu de la fin de journée avant le dîner qui est servi à 17h45. Ouais, c'est servi hyper tôt. De toute façon, déjà, les Australiens, ils mangent tôt, mais en plus, je pense qu'après une journée comme ça, en te levant super tôt, t'es crevé, quoi. Tu fais pas long feu le soir. Voilà, c'est ça. Alors, 17h45, je mange. Ensuite, en général, moi, soit je lis, soit j'écris, soit je traîne sur YouTube parce qu'on a quand même le Wi-Fi à bord, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est bien, oui. Et moi, je m'impose un rythme assez régulier, c'est-à-dire que je vais au lit à 20h à chaque fois, déjà parce que je suis fatigué, et en plus quand on se lève à 4h30, 5h, moi, je m'impose 9 heures de sommeil pour bien récupérer. Et ben oui, parce que c'est ce qu'il faut, parce que si tu dois tenir tes 2 semaines, voire 3 semaines, il faut dormir correctement. C'est ça. Hein. Y a pas de Après, on a un étage gym aussi, où ceux qui veulent faire du sport en plus font leur sport. Ouais, on a un étage gym sur le bateau. Ça, c'est pas mal, hein, le bateau, il y a quand même pas mal de choses dessus. Hein. Oui, cuisine, c'est pas un bateau énorme, mais on a quand même un petit étage gym avec des haltères, tout ce qui est bandes d'abdos, de quoi faire des tractions, tout ça. Et nos chambres et quelques touches, des toilettes, tout ce qu'il faut. Et oui, j'avais une question par rapport au nettoyage des panneaux. Tu sais à peu près combien tu en nettoies par jour? Il y a une moyenne? Oui, alors sur une journée très pauvre, on va dire entre 100 150. Ah ouais. Et sur les très grosses journées, comme j'ai fait par exemple juste avant de revenir, là, les 2 derniers jours, les panneaux étaient assez propres, donc on allait très vite. Et c'était d'autant plus physique, du coup, pour lever les panneaux. Et donc là, on en a fait, je crois, 350. D'accord, ouais. Oui, parce que c'est physique, parce que tu dois les sortir de l'eau, les remettre dans l'eau, tirer la corde, tout ça là. Alors oui, on a quand même ce qu'on appelle un panel lifter. En gros, on accroche un petit grappin au panneau et on le monte, mais après, il faut quand même le porter jusqu'à la machine. On est quand même aidé par les machines, hein. On fait pas tout à la main. Heureusement qu'il y a des machines. Et ben alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui aimeraient travailler dans des fermes de perles comme toi? Ouais, faites du sport déjà avant de commencer. Ouais. Tu t'en faisais, toi? Parce que moi, c'était pas mon cas et j'ai quand même bien eu du mal au début. Ouais. Je conseille de ne jamais lâcher pour la candidature parce que ça peut se débloquer très rapidement, même s'il y a beaucoup de gens en attente. Et essayer de faire du réseau dans les gens qui travaillent déjà, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à rentrer. Parce qu'il y a eu quand même à peu près 400 personnes sur la liste d'attente. J'ai réussi moi par le réseau. Et après, qu'est-ce que je peux dire? Tout est dans le mental. Soyez positif. Sur le bateau, il faut être positif parce que quand on commence à broyer du noir, déjà, ça va être très dur parce qu'on dort et on reste sur notre lieu de travail, donc on ne change pas d'environnement. Donc, soyez vraiment restés positifs et d'autant plus que ça affecte aussi les autres. Quand on commence bah oui, forcément. À être négatif, puisqu'on est tous dans le même bateau. Vous vivez en communauté, donc s'il y en a qui sont pas bien, c'est et puis ça amène une mauvaise ambiance sur le travail et même les moments de pause, quoi. C'est ça, donc ils sont en général assez attentifs là-dessus, sur la bonne entente entre les gens. Ils nous disent vraiment s'il y a quelqu'un avec qui vous avez un différend, vous pouvez en parler au capitaine, tout ça. On peut nous changer de bateau si les choses se passent pas bien. Ils sont en général assez attentifs là-dessus. Je ne sais pas si ça peut être un conseil, mais gardez une excellente hygiène de vie parce que les infections ici vont très vite, surtout avec
l'état des panneaux qu'on ramasse, les bactéries dans l'eau. Chaque coupure, chaque blessure, en fait, peut s'infecter très rapidement. Ouais. Et donc, nous, on a des produits spéciaux pour nous doucher, en général, tous les jours là-dessus. C'est fourni. Mais dès que, si vous sentez, par exemple, que vous avez une coupure qui commence à faire un peu mal ou qui change d'aspect, tout ça, il faut vraiment en parler parce que il y a des histoires comme ça de gens qui ont perdu des mains ou qui peuvent peut-être même faire des septicémies à cause d'infections qui n'ont pas. Ils se sont dit, ouais, ok, bon, ça va passer, mais en fait, non. On est sous les tropiques et ça peut aller très vite. T'as connu des gens qui ont eu des infections oui, j'ai notamment un ami français qui a été débarqué au dernier swing là parce qu'il avait une infection sur la main qui a commencé à se répandre et sa main a doublé, voire triplé de volume. Ah, en combien de temps? Donc, il a été débarqué en 1 ou 2 jours à peine. Ah ouais. Et donc, il a été débarqué assez rapidement sur la plage. Quelqu'un est venu le chercher en voiture pour retourner sur Boom et aller à l'hôpital. Ça va, il a retrouvé l'usage de sa main, enfin, tout va bien? Oui, il a eu une autre infection sur une autre main et donc là, c'est en train de passer. Là, il rebosse avec le Turn Crew. Donc, il reste en observation et ils veulent le garder en ville, à proximité de la ville pour au cas où. Ouais. Donc, il bosse toujours, mais. Ouais, donc oui, il a eu des infections, le pauvre, il n'a pas de chance. C'est ça, donc ça peut aller très vite. Point positif, oui, c'est une bonne chose de faire ce travail si vous voulez avoir un mode de vie sain, parce que vous avez accès à des bons repas, du sport, vous travaillez toute la journée, vous travaillez les muscles, vous travaillez le mental. Ceux qui veulent un peu progresser sur tous ces aspects, c'est le bon job. Et pour aussi progresser en anglais aussi, ça doit être pas mal parce que tu. Ah oui, forcément, oui, progresser en anglais. Avec les gens, tu parles en anglais tout le temps. Avec des gens de tous les. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, au début, quand je suis arrivé, moi, il y avait une table complète de Français. Et maintenant, tout le monde est un peu parti et on n'est plus que deux Français sur le bateau. D'accord. Oui, de toute façon, quand tu es entouré de personnes qui ne parlent pas français, il vaut mieux parler en anglais, justement pour progresser et pour t'intégrer aussi. C'est ça, il y a tout un vocabulaire à apprendre, le vocabulaire de la marine, puisque moi je ne connaissais pas ça. Oui, tout ce qui est comment on dit un nœud, comment on dit une corde, comment on va appeler tel nœud, comment on appelle une ancre, toutes les manœuvres, il y a tout un set de vocabulaire à apprendre. Victor, pour finir cette interview, est-ce que tu peux nous raconter le meilleur souvenir que tu as vécu en Australie? Le meilleur souvenir que j'ai vécu en Australie, c'est probablement. J'en ai deux. Ouais. Bah, vas-y. Tu peux. Le premier dont je me souviendrai toute ma vie, c'est j'ai nagé avec les requins-baleines à Exmouth. Ah ouais. Fabuleux, hein? Voilà, en plus, j'ai eu une journée exceptionnelle. J'ai vu 7 requins différents. Ouais. Avec Kings, c'était ça la compagnie dans laquelle je suis passé. Et c'était très bien. Hein. En plus, on a eu le droit à chacun notre photo avec les requins. Donc ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai pour l'instant. Et aussi Carijik. Et bah, c'est les deux activités et endroits préférés même de la team Départ Australie. On est parti il n'y a pas longtemps en Australie. Mais alors, les requins-baleines, moi, je l'ai fait 2 fois. Mais à chaque fois, les palettes dans les yeux. Et Karijini, mais ouais, ce parc national, il est magnifique. Hein. Oui, c'était vraiment incroyable. C'est à faire pour ceux qui passent sur la côte ouest. Même, du coup, je ne suis pas passé par Karata. Et tout ça, j'ai pris la route à l'intérieur des terres depuis Exmouth. Mais franchement, ça vaut... C'est carrément mieux, je pense. Ouais, je comprends. Et le pire et à la fois le meilleur aussi, c'est quand j'ai mangé dans la baie moteur pendant mon premier souper. Ça, c'est un truc dont je me souviendrai pendant longtemps, je pense. Je comprends. Je te remercie, Victor, pour nous avoir accordé cette interview. Pas de souci. J'espère que ça donne envie à certains et que ça donne pas mal d'informations. C'est nickel. Est-ce que tu acceptes de donner ton Instagram pour les personnes qui auraient encore des questions? Oui. Pas de souci. Donc, mon Instagram, c'est très simple. C'est Victor-Bugeya. Bugea. Eh bah super. Merci beaucoup, Victor. De rien. Et à très vite.